Hypnose infirmier, hypnose hôpital, hypnose médecin, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Vous avez un petit peu compris de quoi nous allons parler ici, donc vidéo qui s'intitule « Quelles sont les limites de l'hypnose à l'hôpital ?» Et pour cela, je vais vous apporter mes arguments dans cette même vidéo, mais via un diaporama de façon à être le plus clair, le plus compréhensible qui soit. Je vous remercie de suivre cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État. Je suis formateur en hypnose clinique, notamment spécialisé dans la prise en charge des douleurs. Sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos ou propose des lives. Pour cela, cliquez sur le bouton qui est juste ici et activez la petite cloche de notification. Je tiens à vous parler dans cette vidéo de la réalité, de ne pas avoir un discours commercial pour vous dire formez-vous absolument à l'hypnose, c'est 100% de réussite, c'est génial, on réussit toujours dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel service, face à n'importe quelle douleur. En bref, je veux vraiment vous parler de réalité, de la réalité de terrain, pratico-pratique, de pragmatisme. C'est ce que je souhaite partager avec vous dans cette vidéo. Juste avant de commencer à parler de tout cela, je vous informe que vous avez la possibilité d'assister à un webinaire, une conférence en ligne. Elle est tout à fait gratuite, elle s'intitule « Comment utiliser l'hypnose pour vos patients lors d'un soin douloureux » au programme. Ce qu'est réellement l'hypnose, est-ce un don? Je vais répondre à cette question. Est-ce naturel? Comment ça fonctionne? Quels sont les secrets des hypnotiseurs de spectacle qui sont souvent très surprenants? Nous allons donc parler de tout cela. Les 7 avantages de l'utilisation de l'hypnose lors d'un soin. Pourquoi c'est l'une des meilleures pratiques de médecine naturelle pour soulager vos patients. Comment obtenir un état d'hypnose en un minimum de temps lors d'un soin. Je vous donnerai une technique simple, rapide et efficace que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement lors d'un soin douloureux. Bien entendu, je répondrai à vos questions et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans cette vidéo et comment j'arrive à faire cela. Donc pour vous inscrire, le lien d'inscription est sous cette vidéo, le nombre de places est limité et c'est tout à fait gratuit. Alors juste avant de commencer avec ce diaporama, un conseil que je vous donne, s'il vous plaît, écoutez, en ce qui concerne l'hypnoanalgésie lors d'un soin douloureux, médical ou paramédical, écoutez les professionnels de terrain, écoutez les professionnels de santé parce que en général, on n'a quand même pas tendance à vous vendre monts et merveilles, on explique la réalité de terrain parce que nous sommes aussi confrontés, moi et mes autres collègues qui sont formateurs, sommes confrontés à, j'allais dire parfois la dure réalité de terrain. Et oui, parce qu'il y a une dure réalité de terrain et ceci faisant que parfois nous rencontrons des difficultés quant à la mise en place de l'hypnose. Alors difficultés qu'on va quand même pouvoir surmonter, bien sûr, et c'est donc ce que je vais vous expliquer dans ce diaporama. C'est parti. Allez, donc j'enchaîne avec ce diaporama, limites de l'hypnose à l'hôpital. Les limites, je les ai classées en 3 catégories. Premièrement, les limites personnelles, deuxièmement, les limites médicales et pour finir, les limites institutionnelles. Et donc, je vais vous donner des trucs pour pouvoir passer au-delà de ces limites parce que c'est quand même important, me semble-t-il. Alors, donc pour commencer, les limites dites plutôt personnelles, eh bien les limites personnelles, c'est par exemple l'absence de formation. Évidemment, peut-être que vous là qui m'écoutez êtes infirmier, médecin, kinésithérapeute, sage-femme, aide-soignante, médecin ou autre. Et donc, vous doutez bien que sans la formation, les études que vous avez suivies, vous ne pourriez pas pratiquer votre job. Ça serait peut-être quand même un petit peu compliqué, ne serait-ce que par rapport à l'acquisition des compétences, du savoir, du savoir-faire et aussi du savoir-être. C'est exactement pareil avec l'hypnose. Si vous n'avez pas suivi de formation, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Donc, évidemment, ça c'est une limite pour laquelle vous ne pourrez pas passer outre, parce que mon avis est qu'il faut quand même avoir été formé pour pratiquer l'hypnose lors d'un soin
médicale ou paramédicale, hein, donc lors d'un soin douloureux. La deuxième limite, c'est le manque d'expérience. Alors, vous pouvez facilement passer outre le manque d'expérience. Tout le monde y est passé. Quand on débute, inévitablement, c'est tout à fait logique, on manque d'expérience, et puis plus on pratique, pas après pas, eh bien plus on acquiert de l'expérience. C'est tout à fait normal. Alors évidemment, peut-être qu'au début, on est un petit peu moins confiant, que les résultats sont un petit peu moins probants parce que le temps que l'expérience se fasse, c'est tout à fait normal, mais avec le temps, plus ou moins rapidement d'ailleurs, hein, vous allez pouvoir acquérir de l'expérience, tant mieux, mais aussi de la confiance en vous et donc augmenter vos résultats par rapport donc au confort de vos patients lors d'un soin douloureux. Donc vous voyez, ça c'est une fausse limite en fait, le manque d'expérience, hein, c'est tout à fait logique et à un moment donné, vous allez donc facilement passer au-delà de celle-ci. Alors, n'ose pas faire ou peur de faire, là c'est par rapport au mindset, par rapport à l'état d'esprit. C'est tout à fait logique, hein, mais il faut passer outre. Moi, j'ai pu rencontrer des personnes ou discuter avec des gens qui avaient peur de faire, peur de pratiquer. Alors, c'est pour ça que je crois que quand vous suivez une formation, notamment une formation en ligne, hein, ou en présentiel aussi, pour les formations en ligne, il faut avoir un accès illimité, revoir les vidéos, les protocoles, les démonstrations, etc. Autant de fois que vous en avez besoin, autant de fois que vous voulez, parce qu'il y a des personnes qui vont voir une fois ou deux et c'est bon, d'autres qui vont devoir regarder plusieurs fois avant de commencer à intégrer, ça dépend des gens, c'est tout à fait logique, hein, c'est tout à fait normal, avant donc de pouvoir oser faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je trouve un petit peu dommage qu'à l'issue d'une formation, vous ne puissiez pas poser vos questions au formateur. Donc, c'est notamment la raison pour laquelle, pour ma formation en ligne, d'hypnose lors d'un soin médical ou paramédical, hein, elle est en dessous dans la description de cette vidéo au niveau du programme, eh bien, vous avez la possibilité de me poser des questions et si besoin, je débloque des situations au regard du fameux « je n'ose pas faire » ou « j'ai peur ». Et puis donc, en général, ça se passe plutôt très bien. Mais je trouve que c'est important d'avoir un accès illimité, ce qui n'est pas le cas du présentiel pour le coup, et de pouvoir poser vos questions au formateur après la formation, ce qui est rarement le cas du présentiel aussi. Voilà, donc moi j'ai réussi à passer au-delà de tout ça en proposant un groupe Facebook sur lequel les participants me posent leurs questions et donc en proposant bien sûr un accès totalement illimité en temps et en nombre de connexions dans les limites personnelles. Là on est plutôt sur le registre du mindset, du mental, de l'état d'esprit. Au niveau des croyances limitantes, je ne suis pas capable de, je n'ai pas les compétences pour, je n'y arriverai pas, je me sens nul, etc. Eh bien, c'est très simple, hein. Déjà, c'est faux. C'est peut-être votre réalité intérieure, mais c'est pas la réalité. Et donc, quand on a une croyance limitante comme ça, c'est tout de suite, on la contre. Tout de suite, on va lui donner le contraire. Je n'y arriverai pas, c'est si je vais y arriver, j'ai été formé, je vais réussir et on arrive à passer au-delà de cela. Et c'est toujours finalement le premier pas, la première fois qui est un petit peu compliqué parce que quand la première expérience, alors qu'elle ait été hyper concluante ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas forcément gênant, mais on a fait la première fois et après, du coup, ça sera beaucoup plus facile. Donc, vous voyez que finalement, c'est assez facile quand même de passer au-delà de tout cela. Bon, mis à part quand même l'absence de formation, je vous propose pas de passer au-delà de cette limite. Ensuite, les limites plutôt d'ordre médical. Alors, tout d'abord, l'impossibilité de pratiquer. Je m'explique. Si vous êtes au bloc opératoire, par exemple, et puis que vous avez un patient qui doit se faire amputer au niveau d'un pied, on va pas pratiquer l'hypnose parce que là, c'est une limite médicale, hein. En revanche, pour l'ablation d'une thyroïde, une thyroïdectomie, là, ok, on peut pratiquer l'hypnose, anesthésie locale et hypnose. J'explique tout ça dans la formation. Pour une amputation du pied, ça sera pas anesthésie locale et hypnose. Donc ça, c'est pas possible. Attention aux discours très commerciaux. Moi, j'ai un monsieur en tête qui est responsable d'une école de formation et pour vendre ses formations en hypnose, dit mot pour mot, je vous le répète parce que ça m'avait marqué il y a quelques années, de toute façon, les gens qui pratiquent du SMUR, qui font du SMUR, un mec à 4 heures du matin au bord de la route dans un fossé qui a les tripes à l'air, c'est très facile de faire de l'hypnose. Alors je dis non, hein. Pourquoi? D'abord, ce monsieur n'est pas professionnel de santé, premièrement. Deuxièmement, il n'a jamais pratiqué l'hypnose en situation de soins. Et troisièmement, il a encore au moins exercé en service d'urgence et de réanimation, en SMUR.
Voilà, donc il faut toujours faire attention à cela. Il y a des limites médicales, c'est valable dans tout, aussi pour l'hypnose. Donc là, on va pas forcément chercher à passer au-delà de cette limite médicale. Contre-indication. Alors, contre-indication, je pense notamment par rapport à des psychoses, notamment par rapport aux patients qui sont schizophrènes. C'est une contre-indication. On ne va pas chercher à aller au-delà de cette limite. On ne va pas chercher à la franchir. Une personne qui est schizophrène, c'est une limite puisque c'est une contre-indication. Donc, on ne pratiquera pas l'hypnose, notamment sur des personnes atteintes de schizophrénie. Évidemment, des personnes dans le coma. Alors, je dis évidemment, ça tombe pas forcément sous le sens. Il y a des études qui démontrent, très sérieuses d'ailleurs, et très intéressantes ces études, que des personnes qui sont dans le coma entendent, peuvent ressentir la douleur, etc. Bon, c'est vrai que des personnes en réanimation, par exemple, qui sont dans le coma, quand on commence à faire des soins douloureux, eh bien, il y a la thérapeutique médicamenteuse qui rentre en ligne de compte, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'études durant lesquelles on a pratiqué des séances d'hypnose pendant des soins douloureux sur des personnes qui sont dans le coma. Donc là, pour moi, c'est également une limite, tout comme l'urgence vitale. Vous avez un patient victime d'un accident de la voie publique, chute de moto. Il est à 6 de tension, il est blanc de la tête aux pieds, enfin bref, il est en état de choc, il pulse à 190 minutes. L'urgence sera quand même de traiter tout de suite ce qui tue tout de suite, puisqu'on traite tout de suite ce qui tue tout de suite. Et donc l'hypnose, ça pourra venir, mais éventuellement un petit peu plus tard. L'urgence vitale, évidemment, va primer sur tout le reste. Donc voilà pour ces limites médicales et puis les limites institutionnelles. Alors là, moi, je vais pouvoir vous donner des anecdotes aussi, parce que là, forcément, moi j'ai commencé à pratiquer l'hypnose il y a maintenant un petit peu plus d'une dizaine d'années, et à l'hôpital, l'hypnose il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années, au moment en tout cas où je réalise cette vidéo, eh bien c'était pas encore tout à fait bien vu, c'était même globalement assez inconnu. Alors trop de monde autour de vous, ou dérangé. Si vous avez des spectateurs, vous avez les grandes visites là, une fois par semaine, où ils sont 15 dans la chambre, ou la personne qui rentre sans arrêt dans la chambre, tout ça c'est assez facile à passer au-delà, il faut simplement bien cadrer les choses. Et moi ce que je propose, c'est de mettre une petite affichette sur la porte en disant hypnose en cours, ne pas déranger. Et comme ça, a priori, vous pouvez passer au-delà de cette limite, le fait d'être dérangé, donc a priori il y aura plus de problème de ce type-là, et puis communiquer bien sûr autour de vous avec votre équipe pour préciser que vous faites de l'hypnose et qu'il ne faut pas venir vous déranger parce que vous posez, je sais pas, une sonde nasogastrique, vous faites un gaz du sang, un pansement douloureux ou autre, voilà. Alors le manque de temps. Vous voyez là, j'ai mis point d'interrogation parce que c'est une fausse limite. Imaginez, vous allez faire un pansement d'escar, par exemple, c'est du vécu, sur un patient, il a peur, il a mal parce que les collègues précédemment lui ont fait mal. Et donc, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, vous allez essayer de le rassurer, ça va durer une dizaine de minutes, 5-10 minutes. Vous allez faire le soin, ça va durer 20 minutes, 2 fois plus de temps que prévu parce qu'il a mal. Enfin bref, vous arrivez facilement à 30 ou 40 minutes. Tandis que si vous faites de l'hypnose, eh bien, l'hypnose avant d'arriver à un état profond, ça va durer, entre 5 et 10 minutes. Et puis le pansement lui-même, entre 5 et 10 minutes. Donc vous serez à peu près aux alentours de 15 à 20 minutes au total, contre 30 à 40 minutes si le patient a peur, si vous devez négocier, le rassurer, etc. Donc au bout du compte, on pourrait se dire, on perd du temps quand on fait de l'hypnose parce que on parle au patient, on l'amène dans un état hypnotique, on fait ceci, cela, on parle beaucoup, mais en fait c'est pas une perte de temps, c'est un investissement non seulement en temps, mais aussi en confort. En confort pour qui? Pour vous, et également pour votre patient, bien entendu. Ça, il me semble que c'est quand même, à mon sens en tout cas, très important. Alors la hiérarchie est contre, ou alors la hiérarchie refuse. Alors évidemment, j'ai été beaucoup confronté à cela. Alors deux stratégies. Premièrement, il m'est arrivé souvent de pratiquer de l'hypnose sans dire que je pratiquais de l'hypnose, parce qu'après tout, dans la mesure où c'est un état naturel, qui ne peut apporter que du bien-être à nos patients qui sont dans les lits, moi je n'avais pas nécessairement besoin que mes cadres ou que la hiérarchie, le directeur régional, national et tout ce que vous voulez soit au courant. À un moment donné, je m'en fous, moi le principal c'est que mon patient soit bien. Il n'y a aucun risque d'effet secondaire, mis à part que le patient s'endorme, donc s'il s'endort dans l'absolu pendant un soin douloureux, moi je dis tant mieux. Donc voilà, donc vous pouvez faire éventuellement les choses discrètement, c'est pas très
politiquement correct, ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Il n'y a aucun danger, évidemment, à condition, bien sûr, d'être formé et bien formé. Et donc, pourquoi pas. Et puis, deuxièmement, très souvent, j'ai rencontré des cadres de santé, des directeurs de soins, etc., qui disent, en fait, on connaît pas trop l'hypnose, c'est pour ça qu'on veut pas trop que ça soit mis en place dans nos services. Voilà. Et donc, après, une fois qu'ils commencent à comprendre ce que c'est l'hypnose, aussi ce que n'est pas l'hypnose, c'est très important, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, eh bien en général, ils s'ouvrent et ainsi, si vous voulez officialiser la chose, eh bien vous passez au-delà de cette limite souvent perçu comme infranchissable, institutionnel, celle d'obtenir d'essuyer un refus de la part de l'administration quand on explique les choses en général. Bon, ça peut quand même, ça passe, voilà. Donc ça, c'est quand même pas trop compliqué de passer au-delà de cela. Et puis le conversationnel destructeur. Alors, c'est quoi ce conversationnel destructeur? Une petite anecdote un jour. C'était un mardi parce que la visite du mardi, c'était la visite de la semaine. C'était le grand professeur chef de service, le sous-professeur, le sous-sous-professeur, le praticien hospitalier, le sous-praticien hospitalier. Puis en bref, on est 14 ou 15 dans la chambre. Vous rajoutez l'infirmier, qui est quand même central, donc c'est un peu compliqué de s'en passer. Vous rajoutez l'étudiant infirmier, vous rajoutez les internes, les externes. Vous êtes facilement 15 dans la chambre. Et puis, la visite du mardi, c'était une patiente sur laquelle j'avais déjà fait de l'hypnose pour des soins relativement douloureux depuis 2 ou 3 fois, 2 ou 3 jours. Et ça se passait très bien, le soin était plutôt confortable, tandis que sans hypnose, c'était, je vous passe les détails, une amputation abdomino-périnéale, mais c'était des soins qui sont très très douloureux. Et puis le grand professeur passe avec toute sa grande équipe, et la dame, il lui demande comment ça va, les douleurs, etc. Et puis la dame dit, écoutez, ça va très bien parce que votre infirmier me fait de l'hypnose et donc c'est nickel. Et là, le professeur dit, écoutez, pour moi l'hypnose, c'est des conneries, ça marche pas, c'est n'importe quoi, mais bon, si ça vous fait du bien, pourquoi pas. Sauf que la patiente n'a pas retenu si ça vous fait du bien, pourquoi pas, et a refusé dans les suites l'hypnose parce que le grand professeur a dit que ça servait à pas grand-chose. Alors j'ai trouvé ça tout à fait dommage parce que même s'il n'y croit pas, je me suis dit il aurait dû s'abstenir parce qu'au bout du compte, les pansements se sont poursuivis parce que c'était des pansements tous les jours et les douleurs avec ce qu'elle n'avait pas pendant l'hypnose. Donc c'était quand même dommage. Alors pour passer au-delà de ça, mais moi cette histoire-là, vous voyez, date d'il y a plus d'une dizaine d'années. Ça a évolué entre-temps et tant mieux. C'est d'expliquer à l'équipe, même au professeur qui pour moi n'est pas intégré dans l'équipe, mais ça c'est un autre débat, peu importe. En tout cas par rapport à l'expérience que j'en ai, par rapport à cette expérience-là précisément, expliquer à l'équipe ce que c'est pas. Et puis moi j'ai quand même de magnifiques expériences où tout le monde est au courant et puis vous fait confiance, voit les résultats et que c'est quand même au bout du compte facile de passer au-delà de ces limites institutionnelles. Voilà. Et je trouve qu'après, c'est une évidence, vous pouvez faire de magnifiques choses et tant mieux. Donc vous voyez que toutes ces limites là que je vous expose, mis à part les contre-indications ou de l'hypnose sur des amputations, ce genre de choses, on peut facilement passer au-delà, passer outre ces limites pour faire vraiment du bon travail. Conversationnel destructeur, il faut un petit peu éduquer, informer plutôt votre équipe. La hiérarchie est contre refus. C'est pareil, manque de temps, c'est une fausse limite, je vous l'ai expliqué. Trop de monde autour ou être dérangé, ça c'est pareil, on peut facilement passer au-delà. Et donc, il n'y a pas beaucoup de limites quand on arrive à passer outre avec un petit peu de raisonnement, d'intelligence, parfois un petit peu de temps aussi en ce qui concerne la communication de l'équipe et vous allez pouvoir donc réaliser un magnifique travail dans un confort total, presque total pour vous et surtout pour vos patients. En tout cas, moi je vous le souhaite vraiment. Voilà pour tout ce que je souhaitais vous dire dans cette vidéo. Vous pouvez partager cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu. Vous avez la possibilité également de réagir, de me poser des questions. Pour cela, c'est sous cette vidéo. Et puis, sous cette vidéo aussi, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire au webinaire. Vous avez le programme et le lien d'inscription qui figure également sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif et attentive, d'avoir écouté ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos sur diverses thématiques. Alors, à très bientôt.